Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Modi hewre yerse Lila modi hewre yerse Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu goyer kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy sabu yer koy Yeter sabu yer koy Bangu ger kamba Isabel bangu gerga Yeter sabu yer koy Halabori Halabori Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. 04 91 28 10. À tout de suite. dëgg-dëgg yéenay jàmbar xam naa li ngeen
doon xaar saa su ne ngeen di am yaakaar ndax ne ngeen man may seen star ñëw naa te dootuma dem ñëw naa man dootuma dem waxati nañu gën waxati dan fagoon seen yéene antu na loola ñu bëggoon yàlla weddi soo demee ne leen pin ñëwaat na immunisé maintenant suis immunisé suis validé mon public m'a validé jéem nañu jéem te mënuñu si man dara saa su ma julee ñaan sunu borom mu aar ma bis bi ma ne dama bàyyi yëg naa lépp ba ci seen jooyee ñëw naa te dootuma demati ndax duma bëgg lenn lu leen metti dëgg aw ma seen fay yéen daal sama xol bi yéen ci fees yéen la gis naa li ngeen di daj ci man ba tax na mënuma leen bàyyee su ma xoolee fu ma jaar man yéen a tax mënatuma xaddi ñëw naa te dootuma dem ñëw naa man dootuma dem waxati nañu gën waxati dan fagoon seen yéene antu na loola ñu bëggoon yàlla weddi soo demee ne leen pin ñëwaat na immunisé maintenant suis immunisé suis validé mon public m'a validé waxati nañu gën waxati dan fagoon seen yéene antu na loola ñu bëggoon yàlla weddi soo demee ne leen pin ñëwaat na immunisé maintenant suis immunisé suis validé mon public m'a validé ñëw naa Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Richard, nous sommes très heureux donc de retrouver nos auditrices et nos auditeurs donc encore jusqu'à 11h30, 12h30 Richard, pour discuter, dialoguer, échanger, débattre, voilà comme d'habitude. Et aujourd'hui Richard, je vais avoir enfin un invité présent. Eh oui. Oui. Ah oui, après deux plantages. Ben oui, en plus, Richard, ce qui m'a en plus vraiment surtout un peu énervé, c'est que quand on s'absente, vraiment, je sais pas moi, on réagit. C'est vrai que la première fois, le professeur Sanoussiba, je peux être d'accord, la première fois, allez, vous m'avez donné une raison, pour moi, qui n'est pas excusable, mais compréhensible. On n'est que des êtres humains, donc je ne vais pas dire pourquoi vous n'étiez pas là. Ce n'est pas grave. Voilà. Mais la deuxième fois, quoi qu'il en soit, Richard, vous envoyez un petit mot ou des choses comme ça. Surtout qu'on en a parlé la veille. Je vous ai dit, attention grand. Il me dit, ouais, t'inquiète. Voilà. Et je pense que quand on est professeur donc, de philosophie, de surcroît en plus, président des professeurs de philosophie du Sénégal, ensemble, nous voulons incarner un nouveau type de Sénégalais. Mais ça commence par respecter ces rendez-vous et respecter au moins les personnes avec qui on a des rendez-vous. Ça peut arriver à tout le monde de ne pas pouvoir honorer un rendez-vous. Mais au moins, Richard, un petit appel, un petit SMS. Voilà, comme je dis, même si ce n'est pas inexcusable, c'est compréhensible, il y a des choses qu'on peut accepter. Voilà. Mais tu sais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu un seul mot. Ah ouais, c'est bizarre. Rien du tout. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Bon. Il est toujours vivant au moins. Il est vivant, il n'est pas malade. Oui, quand même, Richard, je suis aussi un être humain. J'essaie de faire mon enquête. Je sais qu'il est vivant, je sais qu'il vague à ses occupations, je sais qu'il est professeur, qu'il donne des cours à son école. Donc, toute la semaine, il se déplace, il fait des choses. Oui, quand même, tu sais, nous, on est des Sénégalais, Richard, on connaît du monde. Voilà, bon, mais il n'y a pas de souci. C'est vrai que Richard, j'aurais pu lui envoyer un message comme mes grands. Voilà, mais cette fois-ci, j'ai dit, non, on est full quoi. Voilà, donc non, je fais rien du tout. C'est à lui de venir vers moi. C'est pas à moi d'aller encore une fois de plus vers lui parce que c'est lui qui n'a pas respecté donc le terme du contrat. Voilà, je n'ai aucune nouvelle, ni un pardon, ni un petit mot d'excuse. Les profs qui adorent les mots d'excuse, eh ben non, j'ai pas eu de mot d'excuse. Donc voilà, nada, walou, dara, nothing, j'ai absolument rien dans toutes les langues, je vous le dis. Bon, allez,
cette affaire est close. J'en suis sûr qu'on en reparlera un de ces jours, lui et moi, et pourquoi pas, on refixera un rendez-vous. J'en suis sûr qu'il honorera parce que voilà, je respecte les auditeurs et j'aimerais aussi qu'on respecte nos auditeurs. Voilà, en tout cas, le professeur Sanoussiba, j'espère qu'on en reparlera prochainement. Aujourd'hui, donc, Richard, je te dis, j'ai un invité et cette fois-ci, l'invité sera là. Ah oui, je suis à peu près sûr. S'il n'est pas là, Richard, j'arrête tout. Hein. Eh oui. Donc, c'est monsieur Abel Boyi. Monsieur Abel Boyi, qui est le président de la plateforme FR Tous Uniques, Tous Unis, qui vient de sortir un livre, Qu'est-ce qu'être français? Voilà, Richard, j'ai décidé de l'inviter parce qu'en ce moment, à quelques mois des élections présidentielles, nous sommes pratiquement à 6 mois de l'élection présidentielle en France. Vous avez vu, Richard, la zémorisation des esprits. Hein, Zemmour, matin, midi et soir, dans tous les plateaux, dans tout, qui raconte plein de damneries, de conneries. Enfin, de conneries, oui, mais quand même, Richard, il caracole autour de 19-20%. Et oui, et qui a un gros chiffre d'affaires. Hein. Oui, oui, avec son livre aussi, voilà, et qui théorise la théorie du grand remplacement. Il ne veut plus que certains Français ne puissent plus s'appeler Mohamed, qui est quand même une référence chez les musulmans. Voilà, il prône le nationalisme, par exemple, tout ce qui est, je sais pas moi, RSA, aide sociale, il faudrait le donner seulement aux Français, pas aux étrangers. Voilà, ce genre de choses. Et il va encore même plus loin. Et cette zémorisation des esprits vient rencontrer aujourd'hui une autre lepénisation des esprits. Voilà. Et là aussi, Richard, ce sont des gens qui caracolent encore autour de 20%. On a quand même des personnes, voilà, donc, qui aujourd'hui ont une autre vision de la France, ou bien qui n'acceptent pas la France d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, du coup, c'est bien aussi d'écouter des jeunes comme Abel Boyi, voilà, donc, qui aujourd'hui se posent la question, qu'est-ce qu'être français? Parce que, comme diraient certains, je ne pense pas qu'il soit un français de souche. Ah oui, parce que encore ces mots, ça se dit, Richard. Voilà, donc on en saura quelque chose. Donc voilà, Abel Boyi à partir de 11h30. Mais en attendant, on a des étudiants. On a des étudiants africains qui sont dans la dèche. Justement, ces étudiants africains, sachez que si Zemmour vient, vous n'aurez plus d'appel aide de personnalité au logement. Non, c'est aide de personnalité au logement. Non, je ne sais plus. Je crois. Aide de personnel au logement, je ne sais pas comment. Voilà, appel, vous n'aurez plus l'appel. Voilà. Donc ça, ce sont déjà, nos étudiants sont dans des difficultés. Si on ne les met pas dans certains types de conditions pour étudier, ben, ils réussiront jamais hein, aussi. Voilà. Et déjà, on va écouter la présidente des étudiants africains d'Aix-Marseille. Et comme je l'ai dit, ces étudiants sont dans la dèche et ces étudiants ont besoin de vous. Richard, on va voir si Camille, elle est là. Allô? Bonjour. Bonjour Camille, comment tu vas? Ça va bien et vous? Eh ben ça va, ben, comme tu me tutoies, maintenant moi aussi je vais te... Enfin, vous voyez, hein? Ben ça va, tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les étudiants africains? Alors, on organise une distribution de colis alimentaires demain au 15 rue Sap, dans le 4e, à partir de 13h. Et donc, on aimerait bien que ceux qui veulent bien nous donner quelque chose soient là demain. C'est notamment des boîtes de conserve hein, parce que on a des petits studios, on n'a pas forcément de gros frigos et voilà, donc on a surtout besoin de denrées non périssables et voilà. Mais pourquoi? Vous avez beaucoup d'étudiants qui sont vraiment dans la galère? Bon, on est sur Radio Galère, on peut en parler. Alors oui, parce que il y a deux causes. La première, c'est que il y en a beaucoup qui n'ont pas encore reçu leur titre de séjour malgré les demandes incessantes. Donc, du coup, ils ne peuvent pas trouver de travail. Donc, s'ils n'ont pas de travail, ils peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et de l'autre côté, il y en a plein qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas encore le pays, qui sont un peu déboussolés et qui n'ont pas forcément de boulot. Donc, ils galèrent tous les mois à trouver quelque chose à manger, même à trouver des logements. C'est compliqué, ouais. Donc, on essaie de faire cette distribution-là à peu près tous les 2-3 mois pour le maximum d'étudiants pour qu'ils aient des denrées qui peuvent durer pendant 2-3 mois, le temps qu'on revienne, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment de bonnes volontés qui, quand même, adhèrent à votre cause?
Oui, il y en a plein. Il y a le collectif des Rosas qui nous aide beaucoup. Mhm. Il y a le collectif des Rosas, il y a Femmes Afrique Méditerranée, Cap Vert l'Avenir. Enfin, il y a vraiment des gens qui. Il y a même les avocats au barreau de Marseille. Mhm. Franchement, il y a vraiment des gens qui adhèrent. Il y a vraiment des gens qui adhèrent. Il y a même des gens qui font des dons ponctuels comme ça. Dès qu'ils entendent qu'on a besoin, ils se mobilisent et ils viennent anonymement. Ils donnent quelque chose. Donc, franchement, voilà. Donc, vous avez besoin vraiment de tout ce qui peut vous aider à bien continuer, en tout cas, vos études. C'est ça. Parce que c'est Des sûr denrées qu'avec un manque alimentaires, pas de dentifrice, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais tout quoi. comme denrées alimentaires, oui, comme denrées alimentaires, principalement, c'est tout ce qui est non périssable. Comme j'ai dit, ça peut se conserver longtemps. Et aussi des produits d'hygiène, que ce soit du savon, la pâte dentifrice, des brosses à dents, vraiment le kit de survie, on va dire. D'accord. Donc, rappelez-nous l'adresse et l'heure. Alors, l'adresse est le 15 rue Chappe, dans le 4e. Mhm. Et la collecte commence à partir de 10h et la distribution à partir de 13h. Donc, même pour ceux qui veulent voir à peu près comment ça se passe, ce serait bien qu'ils viennent même à partir de 13h. Au moins, ils verront tous les étudiants qui sont là et ils verront vraiment la galère dans laquelle on est en ce moment. D'accord. Donc, demain, par exemple, n'importe qui peut charger sa voiture, mettre des boîtes de conserve, de l'eau, du sucre et venir à la rue Chappe et vous le déposer. Exactement, on sera là. On est là dès 9h. Bon, ben écoutez, j'espère vraiment que cet appel sera entendu et que tous ces Africains et les non-Africains, tous ceux qui sont de bonne volonté, puissent venir aider en tout cas cette jeunesse qui avait fait face à Macron, Richard, justement, cette jeunesse africaine qui a été convoquée ici en France, à Montpellier, bon, je l'ai dit, hein, convoquée, hein, j'insiste, voilà, par par le président Macron, j'allais dire le père, mais bon, Richard, oui, c'est le père. C'est un drôle de lapsus quand même. Voilà, bon, lapsus fait volontairement quand même. Voilà, et donc, du coup, cette jeunesse-là, aujourd'hui, oui, M. Macron et les autres, cette jeunesse a besoin d'être aidée. Voilà, donc j'espère vraiment que vous serez aidés. Justement, en parlant de la fac, bon, ça remonte loin, Richard, quand j'étais à la fac. Il y avait à l'époque ce qu'on appelle le FAV, le Fonds d'aide à la vie étudiante. Est-ce qu'aujourd'hui, les universités ont en place des fonds pour aider les étudiants? Alors, oui, il y a des fonds. Alors, ça s'appelle le FSDIE. C'est principalement pour les associations dans le cadre de projets collectifs. Donc, je ne sais pas si à l'époque c'était individuel, mais maintenant c'est vraiment pour financer les projets collectifs. D'accord, c'est les projets collectifs. Donc, voilà, on a une association, quelque chose pour tout le monde, donc on nous finance. Mais individuellement, non. Bon, ben écoutez, j'espère vraiment que nos amis, nos frères, donc nos sœurs ont entendu votre appel et que demain, j'espère, Inch'Allah, à 10h, à partir de 10h, ils seront nombreux à la rue Chappe pour vous apporter en tout cas de l'aide alimentaire surtout. Voilà, pour que vous puissiez être dans de bonnes conditions afin que demain, vous soyez en tout cas au trône dans les pays africains, de telle sorte que peut-être on pourra éviter ce genre de choses parce que vous avez connu la galère, vous avez connu cette situation et que vous pourrez y remédier. En tout cas, merci beaucoup Camille et puis on se donne tous rendez-vous demain à partir de 10h au 15 rue Chappe. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, au revoir. Voilà, donc, bon, Camille, désolé, je te tutoie, je te vous vois. Bon, voilà, donc, c'est entre nous. C'est comme l'autre jour, Richard, un gars que je connais ni Dada ni Dave, il vient dans mon bureau, il me dit, ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Je dis, oui, je suis d'accord. Mais vous savez, de temps en temps, vous voyez les gens qu'on ne connaît pas. Ouais. Il me dit, ah, je ne savais pas. Voilà, bon, allez, voilà, c'est pas très grave, quoi. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui tiennent à ce genre de choses, quoi. Il y a des gens, ils ont le tutoiement facile, en fait. Ouais, mais bon, aussi, moi, si tu me tutoies, après, je vais pas mourir, quoi, Richard. C'est pas la fin du monde. Non? Oui, Si? non, ça va. Ouais, le vois-moi, le tutoie-moi, bah, c'est comme l'anglais, il te dit you, hein, you, c'est tout. Bon, allez, soyons un peu plus sérieux. Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Allez, on y va. Oui, Lamine. Oui, allô? Comment tu vas, Lamine? Ça va. Ça
Ça va, man le Medoun, Bayan Tidjane. Ah, c'est une Medoun. Tu sais, les voix changent selon les appareils. Oui, c'est vrai, même parce que là, même j'ai du mal, voilà, à entendre un petit peu. Mais ben. Lamine, là, tu viens d'aborder un sujet qui me fend le cœur. Mhm. Et je pense qu'il a le mérite de devoir être traité comme tous les sujets que nous traitons tous les samedis. Mhm. Man, c'était juste pour te faire une invitation à inviter l'association et qu'on puisse discuter. Parce D'accord. que ce que j'entends me fait mal. Mhm. Ce que j'entends me fait mal. Effectivement, on est à la recherche du savoir quand on est jeune. Mais est-ce que c'est à n'importe quelle condition qu'il faut qu'on vienne en Europe, effectivement, pour une situation de galère qui, à la limite, au lieu de te permettre d'accéder au diplôme, d'accéder au savoir, te met en difficulté et on sait tous les dérives qu'il y a. Je pense que le jour du débat, on en parlera. Tout à Mais fait. je pense qu'il va falloir que nos pays soient sérieux. Je pense qu'il va falloir que, comme on le fasse, que les gens soient boursiers avant de quitter le pays et que toutes les conditions soient mises en condition pour que dès que tu arrives, tu ne puisses pas... Ah ouais, vivre mais des je ne suis situations. pas d'accord là. Qu'on soit boursier avant de quitter le pays. Donc si je Non, ne suis pas non. boursier, je reste au pays. Non, celui qui n'est pas boursier, ses parents prennent leurs responsabilités. Moi, je te le dis, tu sais pourquoi? Parce que j'ai vécu des situations, j'ai vu des gens ici, j'ai vu des hommes et des femmes vivre des situations, honnêtement, que je ne peux pas concevoir, que je ne peux pas accepter. C'est pas parce qu'on a envie que son enfant ait le savoir que l'on l'envoie au casse-pipe. Ah, ça c'est sûr. Voilà, donc moi je te dis, j'ai vu des filles arriver ici, se mettre dans la rue à chercher des gens qui doivent les héberger. Imagine qu'ils tombent sur des prétendants, sur des fous, sur des gens détraqués, sur tout ce que tu veux. Moi je te parle en termes d'expertise, en termes de connaissances, parce que tout le long, c'est des situations que nous avons vécues. Il a fallu que la solidarité s'organise, mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on organise l'arrivée de ces jeunes. Il faut qu'on puisse voir comment faire pour que les gens, quand ils viennent, d'autant plus que c'est des gens à bas âge, qui n'ont jamais connu la galère, qui n'ont jamais connu la faim. Tu as vu comment ça se passe au pays. Tu arrives du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai un ami qui a été obligé d'aller récupérer une fille à Aix. Pourquoi? Parce que son oncle à Marseille n'a pas voulu dans sa maison. Et aujourd'hui, heureusement, de par connaissance interposée, la fille, elle quitte Aix tous les jours pour venir à Toulon et repartir. Imagine qu'elle n'ait pas ce relais. Imagine qu'il n'y a pas cette possibilité. Je suis d'accord, mais Medoun, des fois aussi au pays, on t'appelle là, par exemple, je sais pas, il est quelle heure là? Il est 11h24, on t'appelle, on te dit qu'il y a mon fils, il y a ma fille qui arrive à l'aéroport à 13h, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de place, tu n'as pas de bonne situation, des fois tu n'es même pas ici. Non. Donc des fois on nous met dans des situations très compliquées. Est-ce que donc tu souscris à ma préoccupation de vouloir sécuriser ces jeunes que de pouvoir préparer leur arrivée? Mais les parents? Mais c'est ce que je te dis, c'est aux parents. Ouais, voilà, donc pour moi, je suis pour la recherche effrénée du savoir, je suis pour que ces enfants puissent aller, mais il y a un minimum de situations, de conditions qu'il faut réunir avant d'envoyer son enfant en Europe. Djambar, même nous qui sommes là, avant d'envoyer nos enfants à Londres ou aux États-Unis, mais on sait tous comment ça se passe. S'il n'y a pas les moyens de le faire, il y a les prêts étudiants, il y a les trucs, mais tu ne laisses pas ton enfant, toi Aïssatou, tu ne la laisserais pas partir aux États-Unis en se disant qu'il y a d'hypothétiques oncles ou cousins qui sont là-bas et sachant ce que c'est que la vie, surtout aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis ou dans le monde par rapport à ce que nous vivons. Donc je pense que ça mérite un débat, mais par contre, il faut que tout le monde souscrit à cette aide. Moi, je vais essayer de voir avec toi comment moi je peux participer de la manière la plus simple, tu vois, en tant que père de famille qui entend ça, qui me fend le cœur. Donc j'appelle à l'ensemble des habitants de Marseille qui ont entendu ce message, s'ils peuvent demain aller aider, d'autant plus que ce qu'ils demandent, c'est juste des produits non périssables. Donc je souscris à cette démarche et je te le dis, par contre, il va falloir qu'on ait le débat et qu'on se pose les véritables problèmes qui gangrènent aujourd'hui la vie de ces jeunes qui quittent le pays et qui viennent. Vu l'heure, je ne peux pas me permettre d'être, tu vas avoir un invité dans 5 minutes, mais il y a d'autres choses, mais bon, je te laisse la parole. Ben, écoute, en tout cas, ta proposition est... On pourra effectivement les inviter et essayer de voir, donc, en tout cas, comment on peut mobiliser donc, toute la communauté pour pouvoir, en tout cas, aider ces jeunes-là. Mais c'est vrai que... Comme l'émission part au Sénégal et beaucoup écoutée au Sénégal, voilà, gars, arrêtez de nous envoyer tout simplement vos enfants sans préparation, sans accord. Voilà, parce que vous êtes nombreux à nous appeler, et oui, et beaucoup peuvent en témoigner.
pour nous dire, ouais, sama dom day ñew, sama dom exi na, mi ngi tel endroit, voilà, il y a personne. Non, voilà. Donc comme je le dis toujours, l'Europe c'est pas l'Afrique quoi. En Afrique, on a de grandes maisons, on a tout le monde dedans, voilà. Et ici, c'est un peu plus compliqué, voilà, hein, Richard. Je me rappelle même, on s'entassait des fois dans les chambres universitaires, voilà, et des fois, on venait nous dégager, voilà. Donc, vraiment, c'est pas si facile que ça, et ce n'est pas parce qu'ici, on est installé, on a une famille, que tout de suite, on a une chambre disponible, on a du temps disponible, on a, voilà. Et ça, soo ko waxee gars yi naan dafa tubaabe dafa bon ou des choses comme ça. Maintenant, après, chacun prend ses responsabilités. Mais il faudrait quand même que vous prépariez vos enfants avant de les envoyer, comme dit Medoun, en Europe, quoi. Voilà, l'Europe, c'est pas l'Afrique. À un moment donné, il faut qu'on le sache. Voilà, mënuñu rek di démarrer garaawul. Si, maintenant, day garaaw. Bon, allez, on a quelqu'un? Allez, on y va. Et après, on ira prendre notre invité, hein, ce sera le dernier là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Christine, comment va? Eh bien, on fait aller, hein, quand ça va pas, on pousse. Bon, il faut. Bon, alors là, j'ai quelques questions. Oui. C'est un petit peu hors norme par rapport à l'émission, mais ça fait rien. On sait que je suis une rebelle. Ben, c'est bien. La rébellion trouve toujours son terreau ici, en tout cas. S'il y avait une guerre entre un pays et un autre, est-ce qu'il y aurait des tirailleurs? Est-ce que l'on doit faire la guerre pour avoir droit au respect, aux honneurs? Faut-il accepter de mourir pour la paix? À combien de morts dans une guerre mondiale estimerons-nous le droit au respect? Quelles décisions prendrons-nous? Voilà ma question pour aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour tes questions et que je pense que tout le monde aura la possibilité d'y réfléchir et pourquoi pas d'apporter des réponses, même si plus tard ou samedi prochain. En tout cas, merci. Allez, bonne émission, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, donc Richard, il est temps d'aller chercher notre invité Abel Boyi, donc pour discuter en tout cas des thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Et en attendant donc de retrouver notre invité Abel Boyi, Richard, je vous rappelle que samedi prochain, j'aurai un autre invité et mon invité sera Monsieur Hassan Niang. Donc Hassan Niang est un consultant, un spécialiste de la gouvernance et c'est un Sénégalais de la diaspora. Il travaille dans l'accompagnement des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, pour des réformes politiques. Et monsieur donc Hassan Niang est également directeur général d'un cabinet de conseil qui est basé à Bruxelles. Et monsieur Hassan Niang Richard a été désigné parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest par le magazine Influence. Voilà. Il est passé dans beaucoup d'émissions au Sénégal, notamment donc Africa 7, mais l'émission Le Grand Jury de la TFM RFM. Et puis, il est aussi le président du parti politique Jitel Waref et il voudrait être président de la République du Sénégal. Et donc, du coup, naturellement, il a accepté notre invitation pour faire face à la diaspora. Voilà, donc Richard, je pense que Abel Boyi est là. On y va. Bonjour. Alors, bonjour Abel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci beaucoup, et vous? Ben, ça va, tranquille. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir donc de vous avoir à l'antenne. Vous êtes président de la plateforme FR, Tous Uniques, Tous Unis. Et vous venez de sortir un livre, Qu'est-ce qu'être français? Oui. Abel Boyi, je vous vois beaucoup intervenir dans les lycées, dans les collèges. Vous êtes également conférencier. D'ailleurs, nous nous sommes connus à l'occasion d'une conférence que j'organisais ici à Marseille avec l'imam Diegen. Tout à fait. Vous êtes aussi aux côtés des journalistes. Vous
Ouais, juste pour nos auditeurs, qui êtes-vous, en fait? Alors, je vais faire une brève présentation. Donc, Abel Bowie, j'ai 39 ans, marié et père de 4 enfants. Donc, voilà, j'ai grandi en France dans les années 80-90, dans un quartier populaire, on va dire ça comme ça, dans le 18e arrondissement de Paris, Barbès, Stalingrad. Ensuite, suite à un parcours, on va dire, plus ou moins hésitant, je me suis dirigé vers le social et notamment vers la passion que j'ai toujours eue pour la jeunesse, qui est née d'une expérience scolaire, peut-être dont on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Et il est vrai que j'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai pu toucher un petit peu à la politique, je suis dessinateur, conférencier, comme ça vient d'être dit, je suis essayiste, je fais pas mal de choses, on va dire, je suis aussi producteur musical aussi, donc voilà, on fait beaucoup de choses, mais j'agis beaucoup sur le sujet de la citoyenneté auprès de la jeunesse surtout. D'accord. Et aujourd'hui, vous venez de sortir un livre, Qu'est-ce qu'être français? Tout à fait. Donc, c'est quoi être français? Alors, c'est une question à laquelle je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Et pourtant, vous D'ailleurs, l'avez posée, hein? Tout à fait, j'ai posé la question parce que nous voyons que le pays est très fracturé. Et pourquoi je me suis mis à écrire cet ouvrage? À la base, je ne devais pas l'écrire. Je devais écrire un ouvrage sur le témoignage d'un jeune migrant passé par les camps d'esclaves en Libye qu'on a réussi à aider et qui travaille aujourd'hui dans la restauration sur les Champs-Élysées. Je devais écrire son témoignage. Et un jour, je regarde la télé et sur CNews, il y avait un débat, Éric Zemmour face à Yacine Bellatar, qu'est-ce qu'être français? Alors, c'est pas le débat du siècle, mais je le regarde quand même pendant 2 heures. Et on connaît l'idéologie de chacun, bien entendu, il n'y a pas besoin de les présenter. Mais pendant 2 heures, je vois 2 personnes qui sont pourtant toutes les deux issues de l'immigration, qui disent « moi, je suis plus français que toi ». Non, moi, j'aime plus la France que toi. Donc, c'était un jeu de maternelle, en fait, quoi. Et ça m'a beaucoup choqué, parce que ce débat a parfaitement illustré les fractures qu'il y a dans ce pays, en fait, quoi. Entre une partie de la France qui est très réfractaire à l'immigration, qui est très réfractaire au métissage, et une autre partie qui est plus ouverte vers le monde. Mais je me dis, bon sang, ils sont tous français et ils ne peuvent pas se parler. Ils sont à un point où vraiment on arrive à une ambiance mortifère, où on voit dans les médias des théories fallacieuses de haine matin, midi et soir. Donc je me suis mis à écrire ce livre où dans la première partie, j'analyse le débat. J'ai pris les 4-5 arguments qui m'ont semblé les plus intéressants de chacun, que j'ai analysé avec la subjectivité qui est la mienne, bien entendu. Ensuite, dans la deuxième partie, je donne ma définition de qu'est-ce qu'être français, mon approche de la question. Mais je finis ma partie en posant la question au lecteur, est-ce que parce que je suis l'auteur de cet ouvrage, ma définition va correspondre à tout le monde? Et la réponse est évidemment non. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans la troisième partie? J'ai demandé à 20 personnes et j'ai voulu avoir un panel complet, c'est-à-dire que ça vote de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par l'abstention. Vous avez beaucoup de corps de métier. À ces 20 personnes, j'ai demandé, écris-moi en 2-3 pages, qu'est-ce qu'être français pour toi? Et ça a été un véritable exercice de confiance parce que moi, je ne savais pas ce que ces 20 personnes écrivaient. Ces 20 personnes ne savaient pas ce que moi j'écrivais. Et ces 20 personnes ne savaient pas ce que les autres personnes écrivaient entre elles. Donc on se retrouve avec un ouvrage très authentique et au final on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé que ce que les médias veulent nous faire croire. Justement, est-ce qu'on ne devrait pas se retrouver autour tout simplement d'être français, c'est avoir la nationalité française? Mais tu as tout à fait raison. Le fait que l'on se pose la question, c'est le symptôme d'un échec social, d'un échec de l'intégration, d'un échec du vivre ensemble, d'un échec de la devise liberté, égalité, fraternité. Normalement, on n'a pas à se poser la question. À partir du moment où on respecte le principe des devoirs et des droits et qu'on respecte la loi, on doit vivre tranquillement. Que l'on soit français depuis X générations ou que l'on soit français récent, on doit vivre tranquillement. Et même, j'inclus même nos amis étrangers qui n'ont pas la nationalité française, mais qui sont exemplaires en termes de citoyenneté. Mais pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Parce que l'on voit que le pays, il est fracturé. Mais ces fractures, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait 30-40 ans qu'elles y sont. Sauf qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que c'était des discussions de comptoir, c'était des discussions en famille. Les gens ne se parlent pas les uns les autres. Et l'émergence des réseaux sociaux a permis la malheureuse libération de la parole de haine qui fait qu'on arrive vraiment à une situation en réalité qui est très dangereuse, peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants et pour nos petits-enfants, oui. Mais là, vous parlez d'intégration, vous parlez de vivre ensemble. Donc, quelque part, vous êtes en train de me dire qu'il y a des Français de seconde zone, au fait. Moi, je ne pense pas qu'il y a des Français de seconde zone. Néanmoins, il y a une réalité que je ne nie pas. Et si tu me permets, je vais te donner un exemple que j'ai vécu à l'école et qui a expliqué mon engagement citoyen jusqu'aujourd'hui. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire où la réalité était très difficile, mais ma mère s'est sacrifiée pour que je puisse aller à l'école privée jusqu'à la fin du collège, pour que je puisse voir autre chose. Donc, jusqu'à la fin du collège, j'allais à l'école dans les beaux quartiers parisiens. Et souvent, je me retrouvais à être le seul noir de la classe, où on était peut-être qu'un ou deux. Donc voilà. Quand vous dites que votre mère s'est sacrifiée, elle avait les moyens? Elle s'est sacrifiée, ça représentait vraiment un sacrifice financier. Parce qu'elle nous a inscrits, moi et mes deux frères, mais c'était de la privation pour elle. C'était pas, elle nous a inscrits et on avait encore de l'argent pour des loisirs ou autres. C'est vraiment, elle voulait qu'on n'ait pas seulement la vision du quartier où nous habitions, où pourtant nous étions très heureux. Elle voulait que l'on puisse avoir un panel global en fait de la société française à notre petit niveau pour avoir une ouverture d'esprit. Et lorsque j'étais en classe, souvent j'étais le seul noir, on était deux, et très rapidement j'ai été confronté à la phrase « Ah, toi on t'aime bien ». Et moi, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, moi, on m'aime bien? Non, parce que tu sais, tu vois, de là où tu viens, il n'y a que des voyous, vous êtes sales, quand on écoute la radio et qu'on regarde la télé, en gros, vous êtes des sauvages. Mais on me le disait comme ça, frontalement. Mais toi, on t'aime bien, on voit que tu es civilisé ou autre. Mais lorsque j'allais au quartier, il y avait aussi des préjugés parce qu'on me disait, Abel, là où tu vas, ils sont tous racistes. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous blancs et de bonne famille. Mais déjà, comment est-ce que vous savez qu'ils sont tous de bonne famille? Il y a peut-être d'autres personnes qui se sacrifient. Donc, je me suis retrouvé au milieu, entre deux Frances qui se regardaient avec méfiance, avec des préjugés, et qui, en fait, ne se connaissaient pas et ne communiquaient pas. Donc, moi, j'ai eu le choix d'adopter deux comportements. Soit j'allais à l'école et je faisais le mec de quartier, ouais, touchez pas à mes potes, nous touchez pas, et je devenais méchant. Mais j'ai refusé ça. J'ai pris une autre option. J'ai réalisé que les gens, en fait, ont peur, ont des craintes parce qu'ils ne se parlent pas. Donc, j'ai commencé à organiser des rencontres toutes simples entre les copains du quartier et les copains de l'école autour d'une partie de jeux vidéo, match de foot, sortie cinéma, peu importe. Et les murs tombaient. Les barrières tombaient tellement que beaucoup sont amis jusqu'aujourd'hui, encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes, c'est une société fracturée parce que les gens ne se parlent plus. La solidarité, on ne la trouve pas partout. C'est pour ça que je parle d'intégration. L'intégration, ça ne concerne pas que les Noirs, les Arabes et les Asiatiques, pour parler d'une façon caricaturale. L'intégration, ça concerne toutes les personnes qui potentiellement peuvent être victimes de discrimination. On peut parler des femmes, on peut parler des personnes en surpoids, on peut parler des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs de discrimination malheureusement dans notre pays. Et c'est pour ça que moi je suis engagé auprès de la jeunesse, mais aussi la condition de la femme et la situation du handicap. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage. Pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y a une personne qui peut venir et dire être français c'est ça. Comme le font certaines personnes d'extrême droite. Au contraire, il y a des parcours de vie. Et c'est ça qui fait la richesse de la France. Et c'est pour ça que mon association s'appelle Tous Uniques, Tous Unis. Nous sommes tous uniques. Nous avons des parcours de vie avec nos joies, nos peines, avec nos espérances, avec nos craintes aussi vis-à-vis de l'avenir. Et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour construire ce pays, pour avancer. Parce que si on nous impose la loi de la pensée unique, ça devient une dictature intellectuelle en réalité. Donc moi je pense qu'il faut respecter les sensibilités de chacun, mais à partir du moment où nous aimons ce pays, nous pouvons nous réunir pour construire l'objet de notre amour commun. D'accord. Donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur la bande FM 88.4, nous sommes sur la radio numérique terrestre, le DAB+, canal 8C, et nous sommes sur www.radiogalère.org. Et si vous avez envie d'interpeller Abel Boyi, nous sommes au 04 91, Richard, j'oublie. 08 28 10. Voilà, 04 91 08 28 10. Donc, Abel Boyi, quand on vous écoute parler,
c'est la bien-pensance, ok. Mais ceux qui vivent en banlieue parisienne, vous avez connu. Ceux qui vivent dans les quartiers nord à Marseille, vous connaissez aussi parce que je sais que vous venez souvent ici. Malgré leur nationalité française, malgré même leur intégration, même si ça pose problème certains, mais sont-ils considérés comme de vrais Français? Et je vous pose cette question tout simplement parce que on a des taux d'échec très élevés dans ces coins. Mais bien entendu. On a un problème d'accès au logement, en tout cas salubre. On a des contrôles aux faciès récurrents avec la police. On a des difficultés même d'insertion professionnelle. On a. Donc il y a une concentration, un conglomérat de difficultés dans ces quartiers. Et on va dire aussi que ce sont des Français. Mais moi, je ne le nie pas que ces réalités existent. Moi-même, je les ai vécues. Mon parcours a été semé d'embûches. Mes enfants ont subi le racisme dès l'école maternelle, de la part d'autres enfants qui répétaient ce que leurs parents leur disaient à la maison, à savoir « je n'aime pas les Noirs ». Lorsque mon fils rentre de CE1 et qui me pose la question « Papa, est-ce qu'on est noir ou est-ce qu'on est marron ?» Moi, je me tiens la tête parce que je sais qu'on lui a sorti une remarque à l'école. Ben oui, tel copain m'a dit que son père lui a dit de ne pas jouer avec les Noirs. Donc ça commence comme ça. C'est-à-dire que les enfants ne voient pas la couleur, mais on découvre, comme le dit très bien Lilian Thuram, on découvre que l'on est noir, que l'on est arabe ou que l'on est asiatique au travers du regard de l'autre. Et bien entendu, la performance de l'école qui est très inégale d'un territoire à l'autre, la ghettoisation, la manière dont on a parqué les gens, et les discriminations à l'embauche, les discriminations en logement, évidemment que ça existe. Mais qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on dit, bon, ça sera toujours comme ça, et on laisse certains de nos jeunes aller dealer, on laisse certains de nos jeunes perdre tout espoir, ou on essaie quand même de se battre? Se battre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essayer de travailler pour que les jeunes, malgré ces difficultés et malgré les facteurs discriminants, puissent avoir la mentalité de s'organiser en réseau pour avancer. Moi, je n'attends pas que l'on me valide « Abel, tu es un bon Français pour me sentir français et pour faire ce que j'ai à faire ». Je sais très bien qu'en tant qu'homme noir, il y a des personnes qui considéreront toujours que je ne suis pas un vrai Français. Mais moi, je refuse cette exclusion. Je m'organise, je crée mon réseau. Comme tu l'as dit, on s'est rencontrés lors d'une conférence avec l'imam Djeguene, avec qui nous continuons de faire des actions de terrain ensemble. Nous étions à la paternelle avec lui il y a encore quelques semaines. Les jeunes doivent s'organiser. Les jeunes doivent prendre le pouvoir. Les jeunes aussi, et je mets un pavé dans la mare, doivent arrêter d'accepter les cadeaux de certains élus qui leur offrent des pizzas, des voyages en Thaïlande ou autres en échange de voix, des promesses de logement qui des fois n'arrivent jamais. Les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, toutes ces personnes des quartiers, parce qu'on parle des quartiers prioritaires en ville, mais il y a les zones rurales aussi où les jeunes sont parqués. Quand vous habitez dans un village où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de bus, vous êtes aussi parqués. Eh bien, il faut s'organiser et il faut prendre la citoyenneté. La France d'en haut, comment ça se passe? Ça fonctionne par réseau, malheureusement. Est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Est-ce que tu connais un tel? Pourquoi nous, on ne pourrait pas s'organiser en réseau? Pourquoi lorsqu'il y a des élections, on ne pourrait pas s'organiser et dire, ben voilà, nous, dans tel quartier, dans telle ville, on a 2 ou 3 000 voix potentielles. Nous demandons à rencontrer chaque candidat en fonction de ce que nous voulons pour l'amélioration de nos conditions de vie. Pourquoi est-ce que nous cédons toujours à l'extérieur? La citoyenneté, il faut la prendre. On ne nous donnera rien, c'est une réalité. Mais en même temps, moi, je prône, comment dire, c'est un terme qui va sembler un peu bizarre, mais il faut aimer cette nation. Parce que nous avons notre part. Nous avons des ancêtres qui ont pris leur part à cette nation. Quand on parle des tirailleurs africains, ils ont pris leur part. Et malheureusement, on sait que pour beaucoup, ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations qui travaillent. Moi, je dis aux jeunes, je dis aux femmes, je dis aux personnes en situation de handicap, je dis à toutes ces personnes qui sont mises sur le côté, prenez votre citoyenneté, organisons-nous. Tissons un grand réseau national pour pouvoir s'aider. Alors oui, dit comme ça fait utopiste. Dit comme ça fait rêveur. Mais sur le terrain, et tu le sais très bien parce que tu me suis et toi-même tu es très engagé sur le terrain, quand tu aides une vie par-ci, une vie par-là, et que tu travailles avec une personne qui aide une vie par-ci, une vie par-là, que ce soit dans la même ville ou sur un autre territoire, eh bien vous aidez plusieurs vies. Alors oui, on ne pourra pas effacer toute la misère du monde. Malheureusement, il y a des millions de personnes qui continueront de vivre des injustices. Il y a des millions de personnes qui continueront d'avoir des diplômes et de rester au chômage du fait de leur couleur de peau. Mais il faut travailler. Il faut faire ce que l'on peut tant que l'on est sur Terre. Je t'entends depuis tout à l'heure.
nous dire il faut travailler, il faut s'organiser, il faut. Mais pourquoi nous autres Français, nous n'y arrivons pas? Moi, je pense, et là pareil, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais pour beaucoup de personnes, on a vu nos parents déjà galérer. Je vais te donner une anecdote. Moi, je suis fils de médecin à la base. Et surtout dans les années 80, 90, le médecin, c'était limite Dieu sur terre. Et tous les médecins étaient censés être riches. Mais moi, pendant des années, je me disais, mais pourquoi est-ce que je vis dans telles conditions? Pourquoi est-ce que je ne pars pas en vacances comme mes potes de quartier? Pourquoi j'ai pas d'argent de poche? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi je suis dans la même condition alors que je suis fils de médecin? Pourquoi est-ce que quand ma mère, elle m'inscrit à l'école privée, pourquoi est-ce qu'elle se prive? Pourquoi on n'a pas 3 repas par jour? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Ben oui, et pourtant quand on est médecin, on n'est pas censé être au chômage. Moi, mes parents ont vécu un blocage terrible. Mes parents, pendant près de 30 ans, ont vécu un blocage professionnel terrible du fait qu'ils n'avaient pas fait leurs études de médecine en France et qu'ils les avaient fait en Afrique. Donc, il y a cette double frustration. Pourquoi nous n'y arriverons pas? Beaucoup de personnes ont vu leurs parents baisser la tête. Et il faut rappeler une chose, c'est que dans les années 80-90, nos parents qui, eux, baissaient la tête, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Soyez français. Ils nous briefaient, c'est-à-dire qu'ils ne nous disaient pas soyez français pour jouir du pays, mais ils nous briefaient pour que l'on ne soit pas victime de racisme. Et beaucoup de personnes ont vécu cette situation. Sois français, quand tu vas là-bas, comporte-toi bien. Quand tu rencontres un policier, comporte-toi bien. Moi, je me souviens, mon père, il prenait comme image pour ne pas qu'on ait peur, il nous disait, si vous faites contrôler par un policier, surtout le soir, comportez-vous bien, parce que comme ils boivent beaucoup de café, des fois, ils sont un peu nerveux. Il prenait cette image-là pour nous faire rire, pour nous pas dire que non, il y a des policiers qui peuvent vraiment vous faire du mal parce que vous êtes noir ou arabe, parce qu'il y a le contrôle au faciès. Donc, quand tu grandis avec ça, c'est difficile d'être au clair avec l'estime de soi, avec la confiance en soi. C'est pour ça que moi, je pense que le plus gros problème de la jeunesse et des personnes qui subissent ces discriminations, c'est pas l'immigration, c'est pas ces bêtises-là qu'on veut nous faire croire. C'est un problème d'estime de soi et de confiance en soi. Quand tu ne te sens pas accepté alors que tu te comportes bien, comment est-ce que tu vas pouvoir te projeter dans une citoyenneté émancipatrice? Mais néanmoins, il faut des personnes, mais il y en a d'autres qui travaillent comme moi et qui font même des plus grandes choses, qui se battent, qui disent prenez votre destin en main, c'est difficile, mais il faut s'organiser, il faut se mettre à plusieurs. Effectivement, si je subis la discrimination mais que je suis seul, je suis perdu. Et l'appel de la rue et des trafics illicites va sonner très fort à mon oreille. Mais si je rencontre des personnes, et des personnes qui galèrent comme moi, mais et des personnes qui ont réussi, parce qu'il y a beaucoup de réussite aussi dans les quartiers, mais les médias, ça ne les intéresse pas d'en parler. On préfère parler du trafic de drogue, de la voiture qui brûle, mais on ne va pas parler de la personne qui travaille honnêtement, on ne va pas parler de la personne qui crée son entreprise, on ne va pas parler des personnes qui créent leur radio comme toi. Ça, BFM, ça ne les intéresse pas. Mais si demain, le bâtiment de ta radio brûle et que ça sera à cause d'une rixe haute, tu auras 10 caméras de BFM et de CNews devant ton bâtiment. Donc, il y a quand même des exemples, il y a quand même des personnes, et quand je dis exemple, ce n'est pas forcément des gens qui ont bac plus 5 ou autre, parce que tout le monde n'aura pas de bac plus 5, mais des personnes qui s'en sortent. Et il faut échanger des expériences de vie et il faut essayer de s'aider, de créer nos propres réseaux. Parce que la vie fonctionne en réseau et on le sait très bien. C'est pour ça que l'on parle de la reproduction des élites, malheureusement. Okay. Et aujourd'hui, est-ce que justement, il n'y a pas une sorte de frustration quand on voit qu'entre nous, et je le dis franchement, entre nous, les Noirs par exemple, il y a énormément de jalousie. On n'a pas envie de pousser Abel Boyi, on n'a pas envie de pousser Martin Carvalho, on n'a pas envie de pousser, je ne sais pas moi, Richard, on n'a pas... Pourquoi on n'a pas cette solidarité qu'ont les autres qui sont issus de minorités? Tu sais, malheureusement, ce que tu dis, c'est une réalité. Donc, il y a le manque d'unité entre les Noirs. Et on peut jeter un autre pavé dans la mare, le racisme entre les Arabes et les Noirs aussi qui existe. Mais pour rester sur ce manque d'unité entre les Noirs, mais tout ça, c'est quoi? Tout ça, ce sont les stigmates de l'époque coloniale qui perdurent toujours. Je suis désolé de dire ça. Ce sont les stigmates. Il n'y a qu'à voir même entre Africains comment on se regarde. Je suis désolé de dire ça et c'est même avec affection et que je le dis.
tu as certains Africains, notamment ceux de la RDC, qui se voient comme au-dessus du lot, et tu vas avoir les Maliens qui sont négligés. Limite, être malien, c'est être en bas de l'échelle africaine. Et puis tu vas avoir les Noirs issus des pays anglo-saxons, type Ghana, Nigeria aussi, qui se voient au-dessus. Donc tout ça, ce sont des stigmates. Ce sont des stigmates parce qu'il y a des personnes comme on dit, quand on pose la question à qui profite le crime, à qui profite le crime, alors que moi, mon frère, qu'il soit congolais, qu'il soit sénégalais, qu'il soit même algérien, marocain, tunisien, camerounais, capverdien, d'Afrique du Sud, mais on doit s'aider. Et c'est vrai qu'on a tous des discours, oui, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, et en même temps, c'est l'avenir de l'humanité. Mais regarde comment les choses se passent sur le continent africain, et ça a de l'impact. Et ça fait des siècles que ça dure. Donc oui, la période coloniale n'existe plus officiellement. Oui, l'esclavage n'existe plus officiellement. Oui, les indépendances à la fin des années 50, début 60 ont été proclamées officiellement. Mais les mentalités, est-ce que l'on change 4 siècles de mentalité comme ça ? Est-ce que ça se change ? C'est pour ça que moi je pense qu'il y a quand même une génération qui est en train de se lever, qui veut essayer de changer les choses. Et quand je dis ça, c'est pas pour avoir un discours anti-blanc, anti-ceci. Je suis pas du tout dans ça. Moi je pense qu'au contraire, pour lutter contre les injustices, il faut que l'on soit tous ensemble. Néanmoins, il y a ces stigmates-là qu'il faut dénoncer déjà, et contre lesquels il faut se battre. Et je pense que la nouvelle génération sera en avance sur nos parents. Justement, c'est une belle transition pour me permettre de venir sur le sommet France-Afrique ou Afrique-France. Ouais, ton rire en dit long. Qui a eu lieu à Montpellier avec cette nouvelle génération, cette jeune génération que le père Macron a convoqué. La France qui convoque toute l'Afrique. Voilà, n'est-on pas dans une autre forme de paternalisme ? Pour moi, désolé de dire ça, mais et pourtant, j'ai des amis qui ont travaillé dans l'organisation, mais c'était une grande mascarade. Mascarade. Oui, c'était une grande mascarade, c'était une pièce de théâtre géante. Pourtant, ils ont attaqué le président. Les Africains n'ont jamais ressemblé à leur président toutou de la France. Mais en fait, ces jeunes qui sont intervenus, ils ont dit des choses vraies. Mais Emmanuel Macron, il n'a pas attendu ce sommet pour savoir ce que pense la jeunesse africaine de l'ingérence française, de l'ingérence occidentale et de la présence des dictateurs africains. Il savait qu'il allait se faire rentrer dedans. Ces personnes ont été triées sur le volet, rien ne se fait au hasard. C'est vrai. Et pour moi, c'est un grand théâtre. Donc, j'aurais bien aimé voir les vrais activistes en face de lui. Mais exactement, qui donnent l'impression d'une spontanéité, mais ces jeunes se sont fait piéger en réalité. Ces jeunes se sont fait piéger. Et non seulement ils se sont fait piéger, et de l'autre côté, ils en ont pris plein la tronche, si tu me permets l'expression, sur les réseaux sociaux. Parce que beaucoup leur ont reproché de participer à ça. Donc oui, on entend ce qu'il dit, et il y en a qui se sont exprimés avec brio, mais est-ce que l'on apprend quelque chose ? Quand Emmanuel Macron fait semblant de ne pas savoir qui sont les dictateurs en Afrique. Limite, il demande aux jeunes, mais donnez-moi la liste de qui vous parlez, citez les pays. Non, mais quand même, on marche sur la tête. On marche complètement sur la tête. Donc c'était une mascarade. Et malheureusement, il y a certains qui vont dire, ah oui, ils ont dit leurs 4 vérités au président. Mais on sait très bien que l'Élysée a une cellule Afrique qui suit. Mais pourtant, on a des révolutionnaires autour. Il y avait des Claude Sillard. Donc je ne sais pas pourquoi tout le monde a accepté cette sorte de deal. Claude Sillard, c'est un grand frère, mais moi, pardon de dire ça, ça fera peut-être jaser, et je l'aime beaucoup. Nous aussi, on l'aime beaucoup. Son engagement est vrai, depuis les années 80, il est là, tout ça. Il a pu éviter un certain nombre de pièges, mais aujourd'hui, je le trouve ambigu, pardon de dire ça. Et quand il va sur le territoire, quand il va en Afrique, il sait être critique envers la France. Quand tu peux échanger avec lui, il le sait. Mais on ne peut pas participer à cette mascarade-là et dire oui. En plus, j'ai suivi dans son introduction, il savait que ça allait porter la critique, mais il dit c'est la première fois qu'un président français fait ça. Ah bah ouais, un sommet France-Afrique, non. À la limite, faites un sommet France-Sénégal, France-Mauritanie, France-Mali, France-Cameroun, France-Côte d'Ivoire, France-Congo, France-Comores. Faites un sommet comme ça. Parce qu'il y a toujours cette condescendance, en fait, de penser que, comme ils sont tous noirs, ce sont tous les mêmes. La même condescendance qu'on a envers les Asiatiques, genre, tous les Asiatiques sont des Chinois.
alors qu'il y a des Japonais, des Vietnamiens, des Indonésiens, tu vois. Donc ils sont tous noirs, en gros, ils vont tous... Et c'est la même condescendance qu'il y a vis-à-vis de la population des quartiers. Oh ben il y a des Tours, il y a des Noirs, des Arabes, des Asiatiques et quelques Blancs. Eh ben, ils pensent tous pareil, alors que chaque territoire s'est formé d'une manière, même si les populations se ressemblent. Chaque territoire, même si on peut avoir des aspirations communes, on a nos spécificités. Un Congolais, c'est pas un Sénégalais. Un Sénégalais, c'est pas un Comorien. Un Camerounais, c'est pas un Gabonais. Mais ils ont les mêmes ressources naturelles quand même. Ils ont les mêmes ressources, oui, d'accord. Eh oui, le pétrole, le gaz, le fer... On va pas effacer l'histoire de chaque pays. Donc dans ce cas, on n'a qu'à dire l'Afrique, c'est un continent. Et l'Afrique, c'est un pays. Déjà, on a tué l'histoire de milliers de tribus quand ils ont redécoupé la carte de l'Afrique lors des colonisations et qu'ils se sont partagés ça. Ils ont tracé ça avec une règle et un compas. Bon, toi, tu t'appelleras tel pays, toi, tu t'appelleras tel pays. On a détruit des dynasties, on a détruit des royaumes, on a détruit des cultures ou autres pour que ça continue aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un continent grand comme l'Afrique, plus d'1 milliard de personnes, demain 2 milliards de personnes, va traiter avec un petit pays comme la France, petit sur le terme de la superficie. Ouais, mais Abel, vous êtes très dur quand même, parce que quand même, d'abord, la France n'est pas petit, et deuxièmement, quand même, les Africains, on est en train de leur reprocher ce qu'on voudrait faire, dire non à la France, les regarder les yeux dans les yeux pour leur dire, attention, on voudrait du gagnant-gagnant. Mais finalement, on critique finalement tout. Mais le gagnant-gagnant, évidemment qu'on le veut, mais qu'est-ce que l'on critique ? On ne peut pas partir sur un gagnant-gagnant. Mais les jeunes, ils ont raison de dire à Macron, ne soutenez pas les dictateurs africains. Ils ont raison de dire à Macron, arrêtez votre paternalisme. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Mais évidemment que je suis d'accord. Mais est-ce que cette conférence va changer quelque chose? Sachant qu'il faut savoir qu'en off, les gouvernements africains, ils ont tiré les oreilles pour dire, là, ce que vous avez fait là, faut vous calmer. Et tu le sais très bien parce que tu es très bien informé. Tu vois? Bon, tu n'es pas un journaliste de BFM TV ou de CNews, tu es très bien informé. C'est très mal passé auprès de ces dictateurs justement qui, en off, ont interpellé l'Élysée pour leur dire « Attention là, votre sommet Afrique-France, là, faites attention ». On sait très bien ce qui s'est passé en off. Malheureusement, on ne peut pas le prouver, mais nos amis africains le savent aussi parce que la diaspora est très bien informée. Qu'on veuille un échange gagnant-gagnant, mais bien entendu. Mais la situation de base, elle est mauvaise. C'est exactement comme les personnes qui disent la colonisation, ça a été quelque chose de bien parce qu'on a construit des hôpitaux, on a construit des routes, on vous a amené la Bible, on vous a amené des costards, on vous a amené l'électricité. Vous n'aimez pas ça? Vous n'aimez pas ça? Mais qui est contre ça? Mais y a-t-il besoin d'humilier des populations? Y a-t-il besoin de torturer, de mettre des personnes à l'état d'esclaves pour faire tout cela? Là, c'est exactement la même chose. Oui, on veut un échange win-win, mais y a-t-il besoin de continuer d'encourager des dictateurs? Y a-t-il besoin de continuer d'encourager des grands groupes qui pillent le terrain africain? Non, il faut aller à partir d'une feuille blanche et il faut annuler la fausse dette du continent africain qui date depuis ces périodes-là. Bon. On a un auditeur, je crois, Richard, qui vient t'appeler pour interpeller Abel Boy. Je t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour, Richard. Abel Boy. Alors, bonjour, j'ai une auditrice qui demande, après ce sommet qu'il y a eu à Montpellier avec la France-Afrique, est-ce que Emmanuel Macron a prévu quelque chose pour le franc CFA? Est-ce que ça va changer? De toute façon, malheureusement, le franc CFA va devenir une monnaie qui s'appelle l'éco. À titre personnel, et je dis bien ça n'engage que moi, même si je sais que beaucoup de personnes pensent comme ça, on change l'emballage, mais c'est la même chose, parce qu'à partir du moment où c'est une monnaie qui dépend de la fluctuation de l'euro qui est une monnaie qui est trop forte en fait pour le marché économique actuel africain, en fait, ça va créer une dépendance. Ça va créer une dépendance économique qui va continuer. Donc on dit on enlève le franc CFA pour aller vers l'éco, qui est en réalité la même chose déguisée sous un autre nom. Il n'y a pas de véritable indépendance. Et pour faire une digression, on a parlé, Emmanuel Macron a semblé dire que l'ensemble du franc CFA n'était plus fabriqué en France, mais que ça avait été délocalisé. Au jour d'aujourd'hui, c'est faux. Même s'il y a des discussions en cours, mais c'est totalement faux. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où cette monnaie
notre monnaie des pays d'Afrique francophone n'est pas un moyen d'émancipation, de développement économique et social, mais notre monnaie nous étrangle encore. Nous étrangle, donc Voilà. c'est triste. Bon, en tout cas, cette monnaie Richard est toujours fabriquée à Chamalières, à Clermont-Ferrand. Exactement. Voilà, et j'ai même été arrêté là-bas pour une manifestation, justement pour que cette monnaie nous revienne. Voilà, nous allons continuer avec Abel Boyi. Je vois que les téléphones sonnent pour vous interpeller. Donc, Richard, peut-être avant de reposer ma question, les auditeurs sont les rois. On part directement à l'antenne prendre l'auditeur ou l'auditrice. Allô? Oui, bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour Yéya. Bonjour Adèle. Bonjour. 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 Donc moi, ma question, c'est que la dernière fois, il y a eu un reportage sur la quantité d'or de la France. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et ma question, c'est où est-ce que la France a pris tout cet or? C'est en Afrique ou c'est ailleurs? Donc, voilà. Merci beaucoup, Yéya. Ça, c'est ma question. Et Lamine, je comprends l'intervention de... quand il dit que cette rencontre n'était pas bien, c'est dans le sens, dans le fond, il a parfaitement raison, Adèle, parce que c'est vrai que la France considère l'Afrique comme un petit pays, un seul pays, au fait. C'est pourquoi on nous regroupe on dit France-Afrique. Alors que ce serait mieux France-Sénégal, c'est plus juste, ce sera plus un truc de partenariat que de globaliser toute l'Afrique en un petit pays, quoi. Voilà, merci. Merci Yéya, merci. Voilà Abel, je vous écoute. Elle va poser une question très difficile. Alors d'où vient tout l'or de la France? Moi je dirais un peu des activités économiques de la France. La France arrive à produire des richesses, mais on ne va pas se leurrer. Oui, il y a une partie qui vient de ce passé, qui peut être colonial, de l'exploitation de l'Afrique, de l'exploitation aussi d'une partie de l'Asie, parce que la France a eu des colonies en Asie, notamment on pense à l'Indochine. Voilà, donc la France, il suffit de réfléchir tout simplement. Dans le sol français, il n'y a pas d'or. Voilà. Dans le sol français, il n'y a pas d'uranium. Le sol français, il y a très peu de choses. Bon, il y a un peu de gaz, il y a beaucoup de cailloux surtout. Donc, il faut voir que tout ce qui vient... Oui, mais c'est ça. En fait, il faut réfléchir tout simplement parce que des fois, les termes que l'on utilise peuvent être un peu compliqués. Et pourtant, la France est la 4e ou 5e puissance mondiale. Hein. Oui, mais la France n'a pas d'or dans ses sols. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, depuis la préhistoire, il n'y a pas d'or qui a été trouvé sur le sol français. Donc, effectivement, ça vient de l'Afrique. Et il ne manque pas d'électricité aussi en France. Hein. Oui, après, la France est quand même le pays qui a développé la technique du traitement du nucléaire. C'est vrai que c'est une technique française, mais par rapport à la question de madame concernant l'or, oui, je vous confirme que l'or de la France ne vient pas du sol français. D'accord, comme l'uranium ne vient pas du sol français. Tout à fait, comme le cobalt et bien d'autres choses. Bon. Voilà, donc je rappelle à nos éditeurs, nous sommes avec M. Abel Boyi, président de la plateforme Tous Uniques, Tous Unis, et qui vient de sortir un livre Qu'est-ce qu'être français. Abel, vous avez des ambitions politiques ici en France? On me pose toujours cette question où on me dit que j'ai un profil politique. Alors moi, j'ai été candidat aux élections législatives en 2012, puis j'ai été directeur de cabinet lors de la précédente mandature pendant 1 an et demi dans les Hauts-de-Seine à Asnières. Hein. Et pour moi, c'est une fierté parce que dans l'histoire d'Asnières, il n'y a pas eu beaucoup de directeurs de cabinet noirs et j'en fais partie. Maintenant, je vais parler très honnêtement, la politique, j'aime ça. Mais je sais par expérience qu'entrer dans le milieu politique, c'est perdre aussi une partie de sa liberté. Donc la politique au sens de se présenter à une élection ou de participer à une équipe qui se présente à une élection, je pense que j'en referai, mais pas à n'importe quelle condition. Parce qu'aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que je suis vraiment libre de dire ce que je veux, je suis libre de mes interventions. Et surtout, aujourd'hui, je suis apolitique. J'ai pu travailler pour un maire de droite, mais aujourd'hui, je suis apolitique. Je travaille vraiment avec tout le monde. Moi, je rencontre des personnes, et tant qu'on est d'accord sur le fait qu'il est important d'investir sur l'humain, sur la condition humaine, la politique au sens noble du terme, moi, je travaille avec tout le monde. Sauf avec l'extrême droite, bien entendu. Mais oui, la politique, j'en referai très certainement. Mais si les conditions de liberté, d'expression et d'action me le permettent. Sinon, je n'y retournerai pas. D'accord. Vous êtes libre de vos idées, donc vous êtes quelqu'un d'indépendant, mais vous savez que pour changer les choses, il faut
avoir en tout cas un pouvoir politique. Il faut rentrer dans le système, oui, c'est vrai. Moi, j'aime ça, j'en referai, mais pas à n'importe quelle condition. Parce que, vous savez, pardonne-moi, je te tutoie, hein, je vais rester au vouvoiement. On a été berné, malheureusement, par beaucoup de grands frères, beaucoup de grandes sœurs dans les années 80, 90, début des années 2000, qui représentaient un espoir. On s'est dit, c'est bon, là, on va y arriver. Et la personne a disparu parce qu'on lui a offert un poste. Tout à fait. Donc la problématique, c'est pas le poste, mais le poste doit servir à faire justement, à utiliser ce pouvoir politique pour essayer de faire changer les choses. Mais il y a des personnes qui ont totalement disparu, qui se sont embourgeoisées et qui même aujourd'hui continuent de, comme disent les jeunes, de bien grailler. Et on se dit, waouh, mais moi j'ai mis tout mon espoir en cet homme, en cette femme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la réalité, quand on rentre dedans, on perd une partie de sa liberté. Maintenant, ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron de positif avec son élection, c'est qu'il a fait exploser le paysage politique et l'on voit comment celui-ci, il a du mal à se recomposer. Et d'ailleurs, le fait qu'un individu comme Éric Zemmour soit aussi fort, c'est le symptôme de la faiblesse du milieu politique actuel. Donc, comme les choses sont en train de se modifier et qu'on part vers un nouveau visage du milieu politique, je pense qu'à l'avenir, il y aura des opportunités plus intéressantes que par le passé. D'accord. Richard, on a une autre question d'un auditeur, c'est ça? Oui, qui demandait, en fait, au cours de cette rencontre, cette conférence France-Afrique, Emmanuel Macron a demandé pardon à certains pays et pas à d'autres. Pourquoi? Vous savez, comme je dis, moi je pense que c'était un grand théâtre, hein, et toutes mes excuses s'il y a des élus qui écoutent ton émission, qui sont pro-macronistes ou autres, mais voilà quoi. Si Éric Zemmour, il dit ce qu'il estime être sa vérité, je pense que j'ai le droit de dire ce que j'estime être la mienne. Totalement. À partir du moment où tout est orchestré, mais même ces excuses ont été préparées en avant, c'est-à-dire que les pays sont choisis. Les pays sont choisis. Pourquoi est-ce que c'est un pays comme le Rwanda, par exemple, qui est nommé pour être, au travers d'une de ces élites politiques, pour être le porte-étendard de la francophonie, par exemple, alors qu'au Rwanda, la première langue n'est plus le français depuis bien longtemps, c'est l'anglais. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que Paul Kagame peut-être finisse par balancer quelques vérités sur la responsabilité de la France, donc qui n'est pas le seul pays responsable dans ce qui s'est passé dans le drame entre les Hutus et les Tutsis. Donc on sait que tout est orchestré en réalité vis-à-vis de l'Afrique. Et vos auditeurs qui ont posé des questions, on le sait. La problématique, c'est qu'on ne peut pas le prouver. On ne peut pas le prouver. Pourquoi? Parce qu'un trop grand nombre de nos chefs d'État africains acceptent d'être complices. Moi, je peux parler de mon pays d'origine. Moi, dans ma famille, j'ai eu une personne... C'est quoi votre pays d'origine? Le Congo-Brazzaville. J'ai eu une personne qui a été prisonnière politique pendant 3 ans, accusée d'atteinte à la sûreté de l'État. Quel a été son crime? Avoir juste milité contre un opposant pacifiquement. C'est tout. Et je peux même aller plus loin, quelque chose de plus personnel. Mon père est interdit de territoire depuis la fin des années 70 et les grands mouvements étudiants qu'il y avait eu là-bas contre le pouvoir. C'est-à-dire que s'il met le pied là-bas, on l'arrête à l'aéroport, on le met en prison. Donc quand ça fonctionne comme ça, et on sait que la France est derrière. On sait que la France est derrière. Denis Sassou Nguesso, il a perdu le pouvoir, il est venu se réfugier où? À Paris. Et beaucoup de personnes de la diaspora qui sont issues d'autres pays savent très bien ce qui se passe avec le ministère des Affaires étrangères, avec le Quai d'Orsay ou autres. Donc voilà, certains perdent le pouvoir, ils viennent ici se préparer, ils sont armés par la France et ils repartent le prendre de force. Donc voilà, c'est pas normal que l'on ait encore en Afrique des dynasties comme au Moyen-Âge où le pouvoir se passe de père en fils. C'est pas normal. Bon. En tout cas, M. Abel Boyi, ça fait plaisir d'écouter donc cette jeunesse, en tout cas une frange de la jeunesse que vous représentez, en tout cas nous dire les choses telles qu'elles sont, c'est ce qu'on attend donc de cette jeunesse d'Afrique d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez parlé du Congo, ça m'a fait penser à Jean-Jacques Lumumba, que lui aussi j'inviterai parce que lui aussi il se bat beaucoup pour cette jeunesse, en tout cas africaine. Juste pour rester dans ce thème, parce que nous sommes quand même à la veille de l'élection présidentielle en France,
quand on voit que M. Zemmour théorise le grand remplacement, et lui-même, il veut éradiquer des noms sacrés chez les musulmans, comme le fait de s'appeler Mohamed. Et aujourd'hui, il caracole autour des 20% d'adhésion à cette idée. On rajoute la stigmatisation permanente des Français d'origine africaine. Parce que quand je dis des Français d'origine tout court, c'est biaisé. Donc ces gens-là, ils ne parlent pas des Suédois, ils ne parlent pas des Américains. Ils parlent beaucoup plus, en tout cas, de la population d'origine africaine. Et eux aussi, ils mobilisent autour des 20%. N'est-on pas tenté de dire aujourd'hui que ce qui nous divise est tout simplement plus fort que ce qui nous rassemble en France? Il y a de véritables disparités et des stigmatisations à n'en plus finir. Alors, je te remercie vraiment pour cette question et je vais te répondre en 3 points. Le premier point, c'est que Éric Zemmour, il profite du fait que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. Et je vais développer sur les prénoms et j'en parle très clairement dans le livre. Et beaucoup de journalistes, soit ils ne connaissent pas l'histoire, soit ils connaissent et ils préfèrent laisser parce que ça fait de l'audimat. Éric Zemmour est un homme très intelligent. Ça, je ne peux pas lui enlever. Et comme il connaît bien l'histoire, il la défend parce qu'il sait que les gens ne la connaissent pas. Les Français, même blancs, ils ne sont pas beaucoup à connaître vraiment l'histoire de France. Quand il parle de cette fameuse loi de Napoléon, qui a été abolie en 93, qui disait soi-disant qu'il ne fallait mettre que des noms du calendrier chrétien. Mais c'est faux. Dans le livre, j'explique clairement, et j'invite vraiment les auditeurs non seulement à écouter ce que je vais dire, mais à aller acheter le livre. Moi, j'explique clairement cette loi. L'article 1 dit effectivement que les personnes sont obligées de donner des prénoms issus non pas du calendrier chrétien, mais ça dit des calendriers. Il parle de plusieurs calendriers déjà. Plusieurs calendriers. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 calendriers à l'époque. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est une quinzaine d'années juste après la Révolution française. Donc il y a encore des tensions. Et Napoléon, il a la tâche quand même d'apaiser les tensions qu'il y a dans le pays. Il y avait 3 calendriers. Donc il y avait le calendrier que l'on a aujourd'hui, dit le calendrier chrétien, mais il y avait le calendrier qui régissait la nation, c'était le calendrier révolutionnaire avec des prénoms qui n'avaient rien à voir. C'est des prénoms français d'époque, mais qui n'avaient rien à voir. Et cette loi, dans son article 1, elle dit effectivement qu'il faut mettre des noms issus d'un des calendriers, mais elle permet aussi de donner à ses enfants des noms issus de héros de l'Antiquité, peu importe le pays. Ça, Zemmour ne le dit pas. C'est écrit noir sur blanc dans l'article 1er. Et vous avez entendu parler du nom de Sadi Carnot, non? Tout à fait. Même on a si on la ne sait place pas qui. ici à Marseille. Voilà, il y a des places, il y a des stations de métro. Sadi, c'est un prénom arabe. Sadi Carnot, son père lui a donné le prénom Sadi parce qu'il était fan d'un écrivain perse de l'Antiquité, donc arabe, qui s'appelait Sahadi. Et il a dit, mon fils s'appellera Sadi. Et ce n'était pas en opposition avec la loi parce que c'était un écrivain très connu de l'Antiquité. Et Sadi Carnot, Sahadi Carnot, avec un prénom arabe, il est devenu président de la République au XIXe siècle. Okay. Est-ce que c'était une erreur? Est-ce que l'on a enfreint la loi? Non, non. Normalement, ça s'écrit Sahadi avec 2 A. Après, ils ont un peu francisé, ils ont mis Sadi, mais c'est un prénom arabe à la base. C'est un prénom arabe. Donc, Zemmour, il sait que les gens ne vont pas vérifier. Il le sait. Et effectivement, lui, il le dit clairement. Même pour vous dire, moi, comme je suis toujours intéressé de savoir ce que les gens avec qui je ne suis pas d'accord pensent, j'ai lu son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, qui n'est pas un grand ouvrage du tout, hein. C'est juste un florilège de rendez-vous avec politiques et journalistes. Néanmoins, dans son introduction, il dit effectivement des phrases choquantes, qui dit qu'il n'y a pas une ville, pas un village, pas une bourgade, pas une rue qui ne soit à l'abri d'un viol, d'un vol, d'un pillage, d'une séquestration, d'un enlèvement, d'une agression de personnes issues de l'Afrique, soit maghrébine ou de l'Afrique subsaharienne. Il le dit clairement, il écrit clairement et il le dit sur les médias, comme si toutes les personnes étaient des délinquantes du fait d'être d'origine africaine. Mais Éric Zemmour, lui, il joue sur les mots. Ça sera mon deuxième point historique, parce que lui-même, c'est un descendant de berbères algériens. Et il joue sur les mots, pourquoi? Parce que le décret Crémieux au XIXe siècle a donné la nationalité française à tous les juifs d'Algérie. Donc en réalité, Zemmour, il est français depuis X générations et depuis bien avant que sa famille vienne en France dans les années 60. Donc il joue sur tout ça. Mais il faut aller à la recherche de la connaissance, et c'est ce que je dis aux jeunes et aux personnes
qui subissent ces discriminations, il faut aller à la connaissance parce que la personne qui connaît, elle peut raconter l'histoire comme elle le veut. Tout à fait. Et je vais finir cette intervention par une citation d'un écrivain nigérien, Chinua Achebe. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Tant que les lions n'auront pas leur propre histoire, tant que les lions ne connaîtront pas leur propre histoire, l'histoire de la chasse sera toujours écrite par le chasseur. Il faut aller à la recherche de la connaissance pour le contredire, parce qu'il dit beaucoup de bêtises et beaucoup d'approximations, ce monsieur. En tout cas, vous êtes parti à la recherche du savoir, et justement, on a l'habitude de le dire aussi, l'historien va vers l'histoire avec son expérience humaine propre. Une dernière question, donc, Abel Boyi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'être français ? Est-ce que d'une autre question, je peux vous poser, en tout cas, d'une autre manière, je peux vous poser la question de savoir, est-ce que ces Français d'origine étrangère se donnent les moyens de s'intégrer, allant même jusqu'à s'assimiler, même si je suis contre ce mot d'assimilation? Je vais te répondre, il y a un documentaire qui est passé sur France 2 il y a déjà quelques années qui s'appelait « Français d'origine contrôlée ». Et ils interrogeaient des personnes qui sont arrivées en France à la fin des années 70, tout ça. Et moi, il y a un témoignage qui m'a bouleversé. C'était un Français, je crois, il était d'origine tunisienne, je crois, musulman, qui disait, vous savez, on était prêt à manger du porc pour se faire accepter. Mais même avec ça, on sentait qu'il y avait des barrières. C'est très fort de dire ça. Et l'autre truc pour répondre à ta question, et pourquoi, et je vais aussi répondre sur le grand remplacement, question à laquelle je n'ai pas... Moi, je réponds tout simplement, le grand remplacement, c'est faux. La France, c'est 67 millions de personnes, bientôt 68. Si on prend l'ensemble des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, c'est pas plus de 10 à 12 millions de personnes. La France, c'est un pays ultra majoritairement blanc, et ça le restera. C'est facile d'aller dans un endroit où on a parqué des personnes et dire, regardez, les Blancs sont partis. Donc voilà. Et dernier point, la majorité des personnes qui sont issues des quartiers ou qui sont d'origine étrangère se comportent très bien et on le sait. La problématique, c'est que moi, je pense que les médias, ils ont leur part de responsabilité. Parce que quand on prend par exemple les jeunes qui cassent ou les jeunes qui vendent de la drogue ou autre, on sait que c'est une minorité qui gangrène les quartiers. Mais pourquoi les médias vont toujours vers eux ? Parce que c'est la recherche du sensationnel. Mais pourquoi on ne va pas montrer des personnes qui montent leur radio, des personnes qui travaillent tranquillement, des personnes qui font leurs études, des personnes qui vivent sans embêter personne ? Parce que il n'y a pas de sensationnel, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'adrénaline. Oui, mais ils le montrent, mais il n'y en a pas assez quand même. Ah, ils le montrent pas assez. Il y a pas, moi je vois pas des grands reportages sur regardez comment ça se passe bien. Un tel est garagiste, un tel est boulanger, un tel est médecin, un tel est ceci, un tel est cela, un tel est au chômage mais se bat, un tel est engagé dans telle association. Il y en a très peu. Il y en a très. Moi je parle sur les grands médias, sur les grands médias qui font le plus d'audimat aujourd'hui. Il y en a très peu. Mais il suffit d'une voiture brûlée, il suffit d'une rixe entre deux bandes. Toutes les caméras, BFM, CNews, LCI, le sensationnel vend plus quand même. Exact, mais oui, le sensationnel vend plus et d'un côté ça a toujours existé, mais le sensationnel fait du mal aux personnes honnêtes. Parce qu'en réalité, la majorité des personnes se comportent très bien, ne font pas de bruit, et on le sait. On va prendre une rixe entre deux bandes. Et oui, il y a 20 jeunes qui se sont battus, peut-être 30, peut-être 40. Effectivement, il faut le dénoncer. Effectivement, il faut tirer les oreilles à ces jeunes. Mais les milliers de jeunes qui vont à l'école tranquillement, les milliers de jeunes qui se comportent bien, pourquoi on ne le montre pas assez ? Alors heureusement, il y a des médias indépendants aujourd'hui qui font ce travail. Mais les grands médias qui font le plus d'audimat ont leur part de responsabilité. Parce que quand on ne montre que ce qui ne va pas, ça influence qui surtout ? Et pourquoi Zemmour, il est fort ? Ça ne va pas être à Marseille, à Paris ou à Lyon, dans les villes où c'est très cosmopolite, qui va faire son chou gras, même s'il peut avoir des adeptes. C'est dans les patelins comme j'habite, tu vois, là où il y a moins de 10 Noirs, 10 Arabes, où les gens, ils ne sont pas dans les quartiers. Les gens eux-mêmes, ils triment pour finir leur fin du mois et dès qu'ils allument la télé, on leur montre des Noirs et des Arabes qui cassent. Ben, eux, ils se disent, ah ouais, ben, ça se passe comme ça là-bas, c'est dangereux. On ne veut pas que notre pays soit envahi. Des fois, on fait des micro-trottoirs. Il y a des personnes qui pensent qu'en France, il y a 40 millions de Noirs et d'Arabes, qui pensent qu'on est plus que les Blancs. D'accord. 40 millions sur soi. On entend des réponses. On fait des micro-trottoirs des fois. Alors que c'est faux.
On est même moins de 10 millions, je pense. Peut-être 12, grand maximum 12 sur 67 millions de personnes. Donc le grand remplacement, c'est faux et la majorité des personnes se comportent bien. Merci beaucoup, monsieur Abel Boyi. On vous souhaite tout simplement une bonne continuation, que vous puissiez mettre vos idées en place, pourquoi pas dans une institution politique où vous aurez la main. Je rappelle que vous êtes président de la plateforme FR Tous Uniques, Tous Unis, que vous venez de sortir un livre, Qu'est-ce qu'être français. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. À bientôt. Voilà, à bientôt. Juste une dernière question, une toute petite question. Bien sûr. On a Qu'est-ce qu'être français. Peut-on s'attendre à avoir un livre Qu'est-ce qu'être africain? Pensez-y. alors, je vais vous donner une petite exclue. Mon prochain ouvrage traitera de la diaspora africaine et des contradictions de la diaspora africaine. Petit exemple, à chaque fois, on dit que nous ne sommes pas que des corps. Arrêtez de dire que les Noirs, ce sont des corps, que les femmes noires, elles ont des belles courbes, que l'homme noir, il court vite, il va vite, excuse-moi l'expression, qu'il a un gros entrejambe. On est contre le fait d'être amené au corps. Mais en même temps, certains Noirs sont fiers. Oui, nous, on est plus musclés. Donc, je suis en train d'écrire un livre sur la diaspora et ses contradictions. Et je pense que ce livre fera beaucoup parler, mais il ne sortira pas avant au moins 1 an et demi. Ben, écoutez, vous reviendrez sur les antennes de Radio Galère dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Merci Abel Boyi. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup Richard. C'est bien de temps en temps donc d'écouter de la fraîcheur, donc ces jeunes-là qui incarnent en tout cas cette nouvelle politique, que ce soit d'ailleurs en France comme Abel Boyi, que ce soit en Afrique avec tous les jeunes qu'on a vus face à Macron. Bon, Richard, comme je dis, moi dans le fond, je ne les critique pas. Hein, voilà, donc je critique beaucoup dans la forme. Voilà. Mais dans le fond, c'est bien de temps en temps que ces autorités françaises, il n'y a pas que Macron, ces autorités françaises, que les ministres français d'aujourd'hui, que les directeurs français d'aujourd'hui, ceux qui travaillent avec nous aussi dans la diaspora, dans les administrations, dans les institutions, sachent que cette jeunesse-là aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec nos grands-parents qui étaient venus ici pour chercher de l'argent, pour nous faire vivre. Non, les choses ont changé. Il va falloir faire avec nous. La France a changé de visage, que vous le vouliez ou pas. Ces Français d'origine étrangère sont là, bien là, resteront là et feront face à tous ceux qui veulent tout simplement créer de la dégradation. Voilà Richard, donc nous sommes arrivés. Ce que je voulais dire aussi, il faut qu'ils nous laissent parler aussi, qu'on ne parle pas à notre place. Faites de la politique Richard. Eh oui, faites de la politique, au moins les gens ils ne parleront pas à votre place. Si on se tue à être candidat pour candidater, pour être demain maire de Marseille, pour être président de la République, pour être ministre, directeur général des impôts, etc., c'est parce qu'on a aussi envie de parler en notre nom et d'impulser, en tout cas, pourquoi pas, un réel changement. Voilà, en tout cas Richard, je te dis tout simplement à samedi prochain. Et puis, je viens de voir que Étienne est là. Ben, je vous dis simplement... Le grand retour, Étienne. Voilà, le grand retour. Bonne émission avec Étienne. Et aujourd'hui, pour la phrase de la fin d'émission, Miguel Unamuno disait « Toute bonne foi qui ne doute pas est une foi morte ». N'arrêtez pas de douter. Continuez à vous étonner. Et c'est tout simplement comme ça qu'on va acquérir le savoir et changer les choses. seeti seng nobel feeñ ma def fem xel dafa yëg nettali xol bëggeel bi daw na yaram waaye cat mooy cool. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Sa xarit yëpp marié bëgg ne bëgg la marié yow ma ni man rek lay doon.
sama koko ananas bi neexal xool bi yow la mar naan sax du la tax a ko dégg bët di gis xel ne na xool bi yow la yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la budul yow du doon ke yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la sama xol bi nee na yow la yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la waa mbedd mi ni nañ ma yow la yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la suñu waa kër ni nañ yow la waaye man ki ma bëgg dafa bare waaw amul temps wax gan yi leen yow ma leen gënal kon fu ma jaar jonge waaw chéri chéri ki ma gis sama rêve yow la man danga la jël sama xol bi moo tax sa xel ma koy lëmbe waaw yow danga sama ndong bi est-ce que liggéeyam ma baby sa noppee la for waaw gis na ba geesu la jàppee dafay mel ni courant si ndox waaw bébé dafa lu la neex fi nga ne ci xol bi jógee woo faa ma baby dolli ma xam nga ni buur bi yow la yow ni nga ma bëggee chéri nu karaw laa la bëggee waaw man nii laa la bëggee wala mbëggeel ba mu neex chéri amal ni yow la tey ma lamb sama chéri koko waxal la sa mbaax damay neex yow waaw baax nga yaatu nga yow te nga maanu nga chéri koko man bëgg naa sama chéri yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la budul yow du doon ke yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la sama xol bi nee na yow la yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la waa mbedd mi ni nañ ma yow la yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la suñu waa kër nee nañ yow la waaye man ki ma bëgg dafa bare waaw amul temps wax gan yi leen yow ma leen gënal kon fu ma jaar jonge waaw naka sa duguda est-ce que chéri mi ngi dala naka sa duguda wax ma est-ce que mi ngi dala naka sa duguda ma mi ngi dala naka sa duguda est-ce que chéri mi ngi dala yow ku sa nopp sa chéri yow may ko bisu way su la neexee raay ko na xol bi neex raayal ba mu neex yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la budul yow du doon ke yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow la sama xol bi nee na yow la yow xanaa xamuloo yow gisuloo ni yow